Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour de l'évaluation qu'on avait fait ici au courant du mois de mai par rapport à Veolia, parce qu'entre-temps, on a publié les résultats semestriels 2022. Donc, pour faire simple, ces résultats semestriels-là sont assez corrects, d'accord? Donc, il faut savoir que Veolia est en processus de transition ici aujourd'hui, dans le sens où elle a fait l'acquisition de Suez et 2022 sera à peu près la première année après l'acquisition. Donc ici, quand on parle de transition, c'est-à-dire qu'il y aura des cessions d'actifs, il y aura également des synergies, il y aura également des économies de coûts, il y aura également de la restructuration. Donc tout cela peut avoir un impact négatif à court terme sur les marges bénéficiaires de la compagnie. OK? Donc, il est très difficile d'avoir une information générale concernant les bénéfices nets, concernant les free cash flow, mis à part les prévisions du management. Et quand on parle même de prévisions du management, il prête plus attention aux EBITDA, au net income, sans donner l'information concernant les free cash flow. Ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que les free cash flow soient inférieurs au net income. D'accord? Ce qui ne devrait pas être normal. Pourquoi? Parce que les free cash flow sur cette entreprise-ci ont l'habitude d'être élevés. Donc, les free cash flow ont l'habitude d'être supérieurs au net income. OK? Mais ça encore, il y a de grandes chances que ce soit de manière temporaire, dans le sens où maintenant les free cash flow sont peu élevés, mais dans le futur, ça pourrait augmenter également. Donc, l'évaluation qu'on avait fait ici au courant du mois de mai, d'accord, quels sont les éléments qu'on avait pris en considération? Premièrement, on a pris un revenu de 47 milliards. Revenu de 47 milliards, c'est le revenu estimé de 2025, d'accord? Donc, c'est une prévision des analystes, donc il faut le prendre toujours avec des pincettes. Pas parce que ce n'est peut-être pas vrai, mais juste parce que ici, on a juste les chiffres. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc, quand on donne ces chiffres-là, on doit faire attention à l'information que nous recevons. Donc, 47 milliards, c'est le revenu que j'avais pris. J'avais également pris ici le 24 millions, des PER aux alentours de 20 fois les bénéfices et un nombre d'actions de 687 millions. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Le nombre d'actions a changé. Actuellement, on a 712 millions d'actions. La dette nette a changé. Actuellement, on a 22 milliards de 253 ou 353. En tout cas, c'est différent de ce qu'on avait précédemment. Les PER, il y a de fortes chances que 20 fois les bénéfices soient un peu, n'est pas exagéré. Mais voilà, par rapport à la conjoncture actuelle, vaut mieux se protéger, d'accord? Et les free cash flow ici, bon, c'est à peu près correct. Les revenus, on a été assez optimiste. C'est pour ça que je vais changer la méthode d'évaluation. Donc ici, pour évaluer cette entreprise, je vais prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA, le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, et également le ratio valeur d'entreprise sur le revenu. Alors, comment est-ce que ça se passe? Donc, premièrement, pour la valeur d'entreprise sur EBITDA, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de l'EBITDA. D'accord? L'EBITDA ici cette année sera de 6 milliards. Où est-ce que je trouve le 6 milliards? Je vais sur Zone Bourse par rapport aux prévisions des analystes ici. On s'attend à peu près à avoir un 6 milliards 164 millions. Je vais prendre 6 milliards. OK? Maintenant, deuxièmement, j'ai besoin de Net Financial Debt. Donc, normalement, sur le Net Financial Debt, vous allez trouver aux alentours de 22 milliards 353 dans ce document-ci. Donc, on peut juste faire comme ça. Net Finance. Je cherche. On attend. Donc, normalement, voilà. On a 22 milliards 353. Le revenu ici était croissant de 12,9%. Donc, pour les entités combinées, les EBITDA croissant de 6,1% et les EBIT, donc les bénéfices avant impôt et intérêts, étaient aux alentours de 20,2%, la croissance. Donc, quand je prends les revenus ici, quand je prends ici la dette nette de 22 milliards 353, c'est parce que ça a été vérifié déjà ici. D'accord? Le nombre d'actions, c'est 712 millions d'actions. Donc, par rapport à ce logiciel-ci, donc j'ai pris le nombre d'actions aux alentours de 712. Donc, quand on va regarder ici, quarterly, on a combien? 711,53, j'ai arrondi à 712. On a tous les éléments nécessaires pour calculer la valeur de l'entreprise. Maintenant, il nous reste quoi? La valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, on recherche ce ratio-là. Ce qui aurait été meilleur, c'est de trouver la valeur d'entreprise sur EBITDA en prenant en considération le ratio de Suez et le ratio de Veolia et déterminer par rapport au pourcentage d'EBITDA. Par exemple, si Suez rapporte 100 EBITDA, et que Veolia rapporte 100 EBITDA, ça veut dire qu'ils ont un ratio 50-50. OK? Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, rapporter les deux en commun afin de pouvoir déterminer
voilà, quel est le pourcentage le plus élevé? Parce que le ratio de valeur d'entreprise sur EBITDA dépend également de la rentabilité de l'entreprise. Si Suez et Veolia étaient des concurrents, ça ne veut pas dire qu'ils avaient les mêmes marges bénéficiaires. Attention. OK? Donc, au niveau des médianes, de la médiane ici, enfin, de la valeur d'entreprise sur EBITDA, je prends une médiane ici aux alentours de combien? Aux alentours de 7,8, 7,9 fois, c'est pour les 10 dernières années. Pour les 20 dernières années, nous sommes à 7,8 fois les EBITDA. Et pour voilà, la période la plus élevée ici, donc on est à peu près, en tout cas depuis 2001, ça fait à peu près 20 ans ici, donc 7,8. Donc sur les 3 dernières années, nous sommes à 8 fois les EBITDA. OK. Donc, je vais prendre ici 7,8 fois les EBITDA. D'accord, 7,8 fois, on va être gentil. Donc, si je prends le ratio 7,8 ici, donc 7,8 multiplié par 6 milliards d'EBITDA, moins la dette nette aux alentours de 22 milliards 353, ça donne ici 24 milliards 447 divisé par le nombre d'actions 712 millions, valeur 34,33 $, donc soit 34 $. OK? Première hypothèse. Deuxième, je prends la valeur d'entreprise sur le revenu. Actuellement, les analyses prévoient à peu près avoir des revenus de 39 milliards 168 millions en 2022. Je vais prendre 40 milliards. On va faire simple. Donc, tout ce que je suis en train de donner ici, c'est prendre sans prendre en compte sur sales. Voilà. On le prend ici sur les 12 derniers mois. On met la médiane. Bon, si je suis gentil, je pourrais même mettre la moyenne. Je vais mettre les deux. Juste pour faire simple. On va prendre la moyenne et la médiane. Donc, en médiane, on est à une fois les bénéfices sur les 3 dernières années. Sur les 5 dernières années, enfin une fois les revenus. Sur les 5 dernières années, on est à combien? D'accord, ça charge. Sur les 5 dernières années, on est à 0,9 fois pour la moyenne, 0,9 fois pour la médiane. Sur les 10 dernières années, nous avons combien? Nous sommes à 0,8 fois pour la moyenne, 0,8 fois... Oui, 0,9 fois pour la médiane. Pour la moyenne plutôt, 0,8 fois pour la médiane. Donc, nous sommes à peu près à ce niveau de valorisation-ci. Donc, je vais prendre 0,9 fois pour la médiane. Donc, si on a des revenus de 40 milliards multipliés par 0,9, d'accord, 0,9, moins la dette nette, 22 milliards 353, ça donne ici 13 milliards 647 divisé par 712 millions d'actions. On est à 19,16 $. Vous allez vous dire, oui, mais entre 19 et 34, je choisis quoi? Si c'est 50-50, tout ce qu'on fait, c'est 19 $ plus 34 $ ici, divisé par 2. D'accord? Donc, vous attribuez une probabilité de 50% à 19 $ l'action et une probabilité de 50% à 34 $ l'action, 34 euros plutôt, ce qui nous revient aux alentours des 26 € quand on coupe la poire en deux. Il y a de fortes chances que l'entreprise puisse se négocier aux alentours de 26 € en moyenne. OK? Ça veut dire qu'elle peut aller aux alentours des 34 €, comme elle peut aller aux alentours des 19 €, que l'entreprise serait correctement évaluée. Idéalement, si tout se passe bien, donc si les sessions se passent bien, si les économies en termes de synergie se passent bien, d'accord, on pourra avoir des marges élevées. Vu qu'on n'a pas encore les marges de free cash flow, etc. ici, donc il est important de prendre une autre méthode afin de pouvoir estimer la valorisation de cette compagnie-ci. Mais à peu près, on se rend compte qu'on reste aux alentours de ce qu'on avait prévu précédemment, en tout cas sur la marge supérieure qui était de 37 € sur la précédente vidéo. Actuellement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est à 34 €, soit un 10% de différence. Ce n'est pas grave, de toute façon, ça tend à évoluer. Et encore, ce 34 € et ce 26 € là ne prennent pas en considération la croissance. Parce que rappelez-vous, j'ai pris des free cash flow, des EBITDA de 2022 et j'ai pris un revenu, enfin, un peu ajusté de 2022. OK? Or, si on a une croissance supplémentaire, tant mieux. Et rappelez-vous que j'avais pris à peu près 47 milliards sur la vidéo du mois de mai. J'avais pris un free cash flow de 5% et j'avais pris une dette nette de 21 milliards, dont largement supérieur, et peut-être des revenus, un nombre d'actions à peu près inférieur de 30 millions par là. Dans tous les cas de figure, on reste à peu près dans la même tendance. L'entreprise est toujours sous-évaluée. Idéalement, on aimerait avoir un prix aux alentours des 20 $ l'action, mais 23 n'est pas mal non plus. Dans tous les cas de figure,
Le but de la vidéo n'est pas de vous encourager à acheter l'entreprise après la vidéo, mais c'est de vous encourager à vous questionner par rapport au bien fondé d'un investissement à long terme sur cette compagnie-ci. D'accord? Donc, lisez vos rapports financiers. Qu'est-ce qui fait la force de cette compagnie-ci? Quelles sont les perspectives d'avenir? Même si je pense que nous avons des perspectives d'avenir assez positives ici, il serait important de toujours continuer à vérifier cette information-là. OK? N'oubliez pas. Donc ici, c'est uniquement c'est uniquement pour prêter, pas prêter attention, mais c'est uniquement pour susciter le questionnement. D'accord? Donc, c'est en aucun cas un conseil d'investissement. J'aime bien les chiffres que je vois ici pour le moment. Sur le plan quantitatif, on est assez correct. Maintenant, le plan qualitatif, qui est aussi déterminant que le plan quantitatif, c'est vous qui devez faire ce travail-là. OK? L'entreprise, elle fait quoi? Les perspectives d'avenir sont lesquelles? Les concurrents, les marges bénéficiaires estimées, l'information par rapport au remboursement de la dette. Concernant le dividende, ici, nous avons une entreprise qui vous mentionne qu'on peut avoir à peu près un net income aux alentours de 1 milliard 100 millions. D'accord? 1 milliard 100 millions ici en termes de bénéfices nets. On paie un dividende ici de 4,33% en date d'aujourd'hui, ce qui correspond à peu près à un peu moins que 700 millions en termes de dépenses pour le dividende. Si c'est 700 millions pour les dépenses, en dessous de 700 millions pour les dépenses pour le dividende, et qu'on a à peu près 1 milliard 100 millions en termes de résultats nets ici, donc on a largement les moyens, enfin pas largement, il nous reste à peu près 400 millions pour repayer la dette. OK? Donc le dividende ici, il est safe. Et il est aux alentours, il est à un niveau inférieur à 80%. Donc on est assez correct à ce niveau-là. Donc, c'est une belle entreprise, d'accord, qui a probablement des avantages concurrentiels durables ici, d'accord. Donc, si c'est une entreprise qui vous intéresse, le prix actuel n'est pas mauvais, d'accord. C'est vraiment pas un mauvais prix au prix actuel. Donc, on pourrait se dire que par rapport à la valorisation du mois de mai ici, on va se dire qu'on va ajuster 2-3 petits trucs, mais on reste à peu près dans la même tendance. De toutes les façons, si vous voulez acheter cette compagnie ici, vous devez l'acheter toujours avec une marge de sécurité pour se protéger des erreurs en termes d'évaluation, ainsi que de tout ce qui pourrait subvenir à long terme. D'accord? Donc, normalement, moi, je demande toujours une décote de 50%, c'est-à-dire que si l'entreprise vaut $20, d'accord, je veux l'acheter à $10. Idéalement, je me permets de faire un jugement parce qu'à la fin de la journée, ce n'est que mon propre avis. C'est-à-dire que l'entreprise, s'il y a de la croissance, je peux accepter de demander plutôt un 40% de décote plutôt qu'un 50%. Dans tous les cas de figure, la décote ne peut pas aller au-delà de 40%, même si vous prenez en considération la croissance. OK? On reste ici sur une très belle entreprise. D'accord, au prix actuel qui est juste correct, qui pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement, dépendamment du potentiel du maintien des marges ou de croissance des marges dans le futur. N'hésitez pas à aller lire les rapports financiers ici, le dividende, il est safe. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.